Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire organisé sur le télétravail, intitulé Comment comprendre les enjeux légaux et humains de cette organisation. Je vais avoir le plaisir de pouvoir présenter ce webinaire avec Roxane. On va se présenter de toute façon tout à l'heure. Simplement, pour revenir sur cette question du télétravail, pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre ce sujet à l'ordre du jour? Différentes raisons. La première, déjà, c'est que le télétravail s'est imposé dans nos sociétés comme mode d'organisation depuis notamment la période de Covid. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est devenu tout à fait régulier, habituel, demandé, réclamé. Si vous regardez les enquêtes qui ont pu sortir, notamment dans le cadre de l'APEC dernièrement, hein, où on voit que plus de 2 tiers des cadres réclament du télétravail au moment où ils font leurs entretiens de recrutement. Donc, et ça fait partie de leurs critères de sélection. Pour autant, et je tiens à souligner que j'ai eu une question déjà juste en amont de ce télétravail autour d'une possible régression. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on observe depuis à peu près un an. C'est un mouvement qui est parti des États-Unis, où on voit bien que les entreprises cherchent à diminuer, restreindre en tout cas la question du télétravail. On va essayer de comprendre pourquoi. De mon point de vue, c'est avant tout une question d'ordre managérial et sur lequel on va essayer de pouvoir répondre aujourd'hui. Alors, dans ce webinaire, on verra donc deux aspects. Il y a un aspect qui est plutôt légal, sur lequel ce sera plutôt Roxane qui interviendra et qui pourra développer un certain nombre d'éléments à ce sujet. Et puis, il y a un aspect qui est plutôt d'ordre managérial sur lequel j'interviendrai. Voilà. Alors, je pense que, on voit que ça se connecte de plus en plus. De toute façon, il est l'heure. On va essayer de commencer tranquillement. Roxane, je vais t'inviter à te présenter, pardon. Oui, merci beaucoup André. Donc moi je suis juriste en droit social chez Arcom. J'interviens dans de nombreux dossiers sur toute la partie qui concerne l'embauche des salariés jusqu'à la mise en place de la gestion du personnel, puis aussi tout ce qui est rupture des contrats. Dans notre service, on intervient sur de nombreuses questions diverses et variées sur le droit social, le droit de la protection sociale. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire sur le télétravail avec André Vivares. Donc, je te laisse la main pour te présenter également. Merci. Donc, moi, je suis consultant chef de projet en gestion des ressources humaines au sein du cabinet Actiforce, qui est une filiale d'Orcom. Le cabinet existe depuis plus de 30 ans maintenant. Et moi, je suis salarié de ce cabinet depuis presque 20 ans. Voilà. Je suis plutôt spécialisé dans le domaine de conseil en gestion des ressources humaines. Mais également, j'interviens aussi en formation autour de la question du management et du développement personnel, notamment les techniques de communication, la relation interpersonnelle. Alors, en quelques mots, nos différentes entreprises. Donc, Roxane, je te laisse présenter le groupe. Oui, alors donc nous sommes un groupe composé de 1400 collaborateurs, donc un groupe qui est en pleine expansion, réparti sur plusieurs sites en France, mais également à l'international, comme aux États-Unis, en Chine. On a de nombreux clients sur plusieurs activités. On peut avoir des clients sur l'hôtellerie, restaurant, en médico-légal, aussi l'agriculture. Donc, vraiment, on est un cabinet qui touche de nombreuses activités avec 80 associés en tout. Donc, on est un beau cabinet. Et donc, je te laisse, André, présenter Actiforce. Oui, alors nous, on est beaucoup plus modeste, hein, puisque on fait autour de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, avec environ 38 salariés au sein du cabinet.
Cependant, on représente quand même près de 1200 jours de conseils et de formation par an, ce qui est quand même assez significatif, on va dire, en la matière. Et on est filiale du groupe Orcom depuis 2014. Donc voilà. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, les différents aspects de notre programme, on va revenir sur comment sécuriser la mise en place du télétravail, comment manager des collaborateurs à distance ou en télétravail, puisque finalement, ça ne change pas énormément de choses. On verra comment contrôler aussi la durée du travail des salariés qui sont à distance. On verra aussi comment protéger le télétravailleur et son domicile. Et on terminera sur autoriser le télétravail à l'étranger. Mais avant tout ça, je vous propose de revenir sur une enquête. Alors, qui est une enquête qui a été réalisée peu de temps après les périodes de confinement, mais qui reste intéressante. J'ai regardé les évolutions de cette enquête, il n'y a pas d'évolution très significative 3 ans après. Donc, on pose la question de finalement quelles sont les difficultés majeures rencontrées par les collaborateurs depuis la mise en place du télétravail. Et vous voyez que ce qui revient en tête, ça reste les difficultés d'échange entre collaborateurs et notamment la question de la séparation des temps de vie privée et vie professionnelle. Après, le reste, les difficultés techniques sont quelque chose qui chute complètement parce qu'aujourd'hui, c'est totalement intégré. De même que la question de l'impact sur la santé physique, ça sont des choses qui ont été véritablement intégrées. Là où il reste encore des points sensibles, c'est plutôt sur l'impact sur la santé psychologique et la surcharge globale du travailleur. Donc, ça sont des points sur lesquels on reviendra, notamment par ce webinaire. Les difficultés des managers, vous voyez que là, et c'est très intéressant parce que la première difficulté émise par les managers qui doivent manager des collaborateurs en télétravail, c'est notamment difficulté pour détecter les collaborateurs en difficulté, les 44%, ou des difficultés pour gérer la fragilité des collaborateurs, ou enfin pour maintenir le lien au sein de l'équipe, 42%. Diminution des échanges aussi informels. Tout ça sont des éléments qui font appel notamment à la connaissance de ces collaborateurs qui sont en télétravail et la capacité à détecter ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'à partir du moment où on aura affaire à des collaborateurs qui sont à distance ou en tant cas en télétravail, on a beaucoup moins de moyens pour pouvoir détecter ces signaux faibles. Ça montre bien, à travers cette enquête, qu'il y a des questions qui sont véritablement à se poser sur nos manières de manager et comment est-ce qu'on doit appréhender la question du télétravail pour faire en sorte qu'on puisse compenser ce qu'on n'arrive plus à voir à partir du moment où le collaborateur est à distance. Là encore, quelles sont les satisfactions de la part des salariés, les bénéfices qui sont identifiés également par les managers. Donc une plus grande autonomie, ça c'est pour les salariés, hein, et on constate aussi une diminution des absences, une meilleure satisfaction des salariés, tout ça donc c'est assez significatif. En revanche, ce qui est beaucoup plus faible, évidemment, c'est la meilleure ambiance au sein des équipes, hein, 15%. Donc voilà, tout ça est assez logique, je dirais. Ce qui leur a été demandé, c'était quelle était la durée légale aussi, la durée moyenne idéale, pardon, du télétravail. Mais ce qui en ressort, c'est que c'est autour de 2 jours par semaine, qui semble être une durée tout à fait profitable de la question du télétravail. Ce qui d'ailleurs correspond aujourd'hui à la moyenne des accords de télétravail, qui se situe autour de 2 jours par semaine. On a des durées évidemment parfois qui peuvent être plus faibles, hein, et d'ailleurs vous voyez qu'avant la période des confinements, on était sur des durées des accords en moyenne à 1,4 jours. Voilà. Bon, là c'est spécifique en juin 2020 évidemment, puisqu'on sortait de la période Covid, mais voilà. Donc 2 jours reste la durée, on va dire, qui est celle qui est le plus couramment retenue en termes de durée de télétravail.
Ça semble être un bon compromis d'ailleurs, cette question des 2 jours, puisqu'en fait, ça permet d'avoir quand même un temps collectif suffisamment significatif sur le site ou sur le lieu de travail, tout en gardant suffisamment d'espace pour pouvoir permettre ce temps de télétravail. Alors, je vais te laisser, Roxane, la main sur cette question de comment sécuriser la mise en place du télétravail. Oui, merci André. Pour sécuriser la mise en place du télétravail, il faut savoir qu'il faut mettre en place un écrit, qui peut être, par exemple, un accord collectif négocié au niveau de la branche, de l'entreprise, du groupe. On peut aussi mettre en place une charte télétravail, qui est mise en place par l'employeur, après avis des représentants du personnel, si vous en avez. Sinon par décision unilatérale de l'employeur. Il est également possible d'avoir des accords individuels avec le salarié, par exemple avenant au contrat de travail, ou encore tout accord individuel simple en cas de télétravail, on va dire, en cas d'épisode rare, par exemple grève de transport, on a un message, ça peut aussi fonctionner. Dans tous les cas, nous recommandons quand même d'insérer une clause dans le contrat de travail pour pouvoir vraiment encadrer cette mise en place. Voilà. Par rapport aux conditions à mettre dans l'accord, donc André, merci. Par rapport aux mentions obligatoires dans l'accord ou dans la charte de télétravail, il faut effectivement penser à bien mettre les conditions de passage en télétravail. Donc ces conditions, ça peut être les conditions d'éligibilité ou par exemple les conditions en cas d'événement, comme je vous mentionnais, les grèves de transport, de tout autre événement qui peut permettre de justifier la mise en place du télétravail. Il faut bien évidemment penser à prévoir les conditions de retour d'une exécution à un travail dans les locaux. Donc les conditions, ils peuvent être prévus par exemple un délai de prévenance, un formalisme à adapter, donc un échange écrit, ou donner, dans tous les cas, il faudra donner une priorité aux salariés qui souhaitent revenir travailler sur le travail, la possibilité justement de bien pouvoir travailler en présentiel et plus à distanciel. Dans l'accord, il faut également prévoir tout ce qui est modalité d'acceptation par le salarié des conditions de télétravail, les conditions de télétravail d'exécution. Donc là, on va avoir notamment le nombre de jours par semaine ou par an, la fourniture des équipements, qui fournira les équipements, quel équipement sera fourni par l'employeur, ou aussi on peut également prévoir la prise en charge du coût du télétravail, puisque effectivement le télétravail ça a aussi un coût pour le salarié et pour l'employeur. Également, dans les mentions obligatoires, on a tout ce qui est contrôle du temps de travail. Là, c'est quelque chose qui est assez important et qu'on va voir un peu plus tard dans le webinaire. Il faut bien penser à mettre en place des conditions de suivi du temps de travail qui sont impératives. Il faut, je vous expliquerai un peu mieux en détail après, mais voilà, c'est tout ce qui est gestion du temps de travail qui est assez important, surtout à distance quand on ne peut pas voir réellement la gestion du temps de travail de ses salariés. Il faudra également penser à déterminer des plages horaires dans lesquelles les salariés pourront être joints et des plages horaires qui respectent donc les durées légales de travail. Et enfin, tout ce qui est modalité d'accès des travailleurs handicapés au télétravail. Donc, ces obligations sont... Merci André. Donc, ces obligations en matière de passage au temps de travail sont obligatoires dans les chartes et accords, mais dans tout ce qui est accord individuel, toutes ces conditions n'ont pas besoin d'être obligatoirement prévues, mais c'est vraiment quand même recommandé. Dans tous les cas, il faut bien se rappeler que le télétravail revêt un caractère volontaire. Ça ne peut pas être imposé aux salariés. C'est une
quelque chose qui peut être prévu dès l'embauche du salarié ou au cours de la relation de travail. L'employeur a la possibilité de refuser le télétravail, mais ce refus doit être fondé sur des causes objectives. Donc, nous avons par exemple l'impossibilité technique en cas de logement non adapté ou par exemple pour des salariés dont les modalités de travail ne permettent pas cette exécution du travail sous cette forme-là. D'autres refus objectifs peuvent être, par exemple, en cas de désorganisation de l'entreprise ou d'autonomie insuffisante du salarié. Dans tous les cas, il faudra vraiment essayer de motiver ce refus et d'éviter tout ce qui peut être refus discriminatoire, donc lié, voilà, par exemple, au statut du salarié, à son âge, à son activité syndicale, sa résidence principale. Dans tous les cas, il faudra également bien penser à informer et à consulter les représentants du CSE si vous en avez, puisque le télétravail touchant aux conditions de travail, c'est quelque chose d'important de bien inclure les représentants du personnel dans vos décisions. Enfin, par rapport à la mise en place du télétravail, il est important de déterminer les salariés qui sont éligibles au télétravail. Donc, en principe, le télétravail est ouvert à tous les salariés, mais il est également possible de prévoir certaines exclusions en fonction de l'activité, la nature du poste ou le profil du salarié. Quand je parle de nature du poste, je veux dire tout ce qui va être poste lié à des manipulations de machines ou des postes où les salariés doivent être dans un atelier ou un travail d'équipe qui ne peut se faire bien évidemment à distance. Par rapport au profil du salarié, là, on est plus sur des modalités qui peuvent varier. Par exemple, vous pouvez tout à fait prévoir dans votre accord que les salariés avec moins d'une certaine ancienneté ne peuvent pas bénéficier du télétravail ou encore les salariés qui ont un temps partiel très très faible. Vous pouvez également prévoir qu'il ne soit pas possible pour eux d'être en télétravail afin d'éviter tout isolement de leur part. Dans tous les cas, les critères doivent être fixés dans l'accord ou la charte. Et nous vous recommandons de bien définir ces critères en amont, de rappeler ces critères dans un écrit, de respecter bien évidemment l'égalité de traitement entre vos salariés. Voilà, de fonder ces critères sur des raisons objectives. Et enfin, de s'interroger également sur le nombre de pourcentage maximal de salariés qui pourraient être en télétravail en même temps, afin de ne pas avoir de désorganisation de votre société. Je vais te laisser la main, André, sur cette partie. Merci, Roxane. Alors, on va voir dans cette partie notamment, on va essayer de comprendre en tout cas ce que cela change en matière de management d'un collaborateur qui serait en télétravail au regard d'un collaborateur qui est physiquement présent habituellement. Et on verra notamment à cette occasion que on ne peut pas simplement transposer les modes de management habituels que l'on a à des collaborateurs qui sont présents physiquement en essayant de les faire par téléphone ou par visio vis-à-vis d'un collaborateur qui est en distanciel. La transformation managériale doit être plus profonde pour faire en sorte que on puisse s'adapter durablement et efficacement à ce mode d'organisation. Et d'ailleurs, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est notamment une partie des raisons qui font que certaines entreprises rechignent aujourd'hui et essayent de renégocier les accords de télétravail plutôt à la baisse. Il peut y avoir d'autres raisons, hein, bien évidemment, mais c'est pour moi la raison principale, qui n'est pas forcément d'ailleurs avouée, parce qu'en fait, c'est pas forcément honorable. Alors, très concrètement, on va revenir sur les conditions du télétravail. Qu'est-ce que ça change, en fait, le fait d'avoir quelqu'un qui est éloigné? Du coup, on a des collaborateurs donc, qui sont éloignés géographiquement.
Il y a une diminution de fait des fréquences des contacts, hein, voire du nombre des contacts, hein, tout simplement. Le collaborateur il n'est pas dans l'entreprise alors que vous y êtes, ou parfois inversement, hein, donc, ce qui signifie qu'on n'a pas les mêmes cadres de référence, il n'y a pas le même stress, il n'y a pas la même situation qui est connue ou facilement connue. La communication qui s'effectue donc le plus souvent à distance, qui peut être alors en synchrone, notamment par téléphone ou par chat, mais également elle peut se faire aussi en asynchrone. Les mails n'appellent pas forcément une réponse immédiate. Et donc, ça peut parfois être un peu plus perturbant. Ça signifie simplement qu'il suffit de davantage anticiper. Mais voilà. Les échanges sont aussi amputés d'éléments non verbaux dans la communication synchrone. Le fait qu'on ne se le voit pas, ou même si on se voit à travers des visios, il y a quand même des éléments que l'on capte pas forcément aussi facilement que quand on est en face à face. On a plus de mal à bien sentir les intonations de voix, on a plus de mal à voir les différents signes corporels, hein, tout simplement. Donc forcément, il y a des éléments que l'on ne capte pas et on se retrouve en difficulté parfois parce qu'on n'a pas perçu, en tant que manager, quelques signaux faibles vis-à-vis de son collaborateur. Et le collaborateur, de la même manière, peut être un peu frustré que ces signaux faibles n'ont pas été perçus non plus de la part du manager. Donc on est dans une boucle qui n'est pas forcément très vertueuse. Une partie de l'équipe peut travailler à distance et une partie de l'équipe peut travailler en local. Donc là, ça devient encore plus parfois complexe pour créer une certaine synergie entre les différents membres de l'équipe. Et enfin, le manager, il doit pallier des absences d'infos ou d'échanges, car tous les temps informels ont été en partie supprimés, hein. Ces temps qui se passent habituellement à la machine à café n'existent plus réellement. Et donc, ça devient plus complexe à manager. Donc, voilà, de la part du manager. Alors, quels sont les avantages du télétravail? Il y a quand même un certain nombre d'avantages. Du point de vue du salarié, il y a des économies de temps qui peuvent être parfois considérables, hein, surtout si on est en région parisienne, par exemple. Les déplacements travail, lieu de vie sont parfois très significatifs. Des économies d'argent, du coup, sur les transports et la garde des enfants. Alors, la garde des enfants, non pas qu'on garde des enfants en même temps qu'on fasse du télétravail, mais à minima qu'on réduise les heures d'enfants gardés, déjà. Une meilleure gestion du quotidien, une plus grande autonomie dans la gestion des tâches, une meilleure concentration, une amélioration de la gestion vie privée, vie professionnelle. Alors, avec une petite réserve quand même sur ce dernier point, qui est notamment qu'on a constaté, enfin des études réalisées par des psychologues mettent en évidence le fait que euh, à partir du moment où il y a beaucoup de télétravail, il n'y a plus la barrière physique que pouvaient représenter les temps de transport entre donc le travail, le lieu de travail et le lieu de vie, qui sont des sas de décompression et qui font que du coup on a plus de facilité à amener le domaine professionnel dans ces conditions à la maison et de garder les soucis, on garde davantage les soucis du travail à la maison que ça pouvait l'être avant. Donc ça, c'est une petite réserve que l'on peut exprimer. Côté employeur, il y a aussi de nombreux avantages, hein. On voit bien qu'il y a une amélioration de la productivité, de l'implication aussi, qu'une partie des gains de temps qui étaient réalisés, qui sont faits sur le transport, en fait, du coup, sont mis au bénéfice de l'entreprise, puisque le temps de travail du collaborateur, finalement, a plus tendance à s'allonger qu'à se rétrécir. Donc, voilà. Des économies aussi parfois sur les locaux ou les dépenses courantes, en tout cas. On voit bien une diminution du nombre de photocopies, d'impressions, de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui est assez significatif d'ailleurs dans certaines entreprises. Voilà. Une amélioration aussi de la qualité de vie au travail des salariés. Donc, il y a quand même davantage de satisfaction de la part des salariés. Et du coup, de fait, on observe une diminution du taux d'absentéisme au travail. Ça, pour le coup, c'est vraiment réel pour les catégories d'emploi qui sont éligibles à ce mode de fonctionnement. Plus grande motivation des salariés, plus forte implication des salariés,
Voilà. Je dirais, sinon, c'est le seul désavantage qui est réellement exprimé par les entreprises. Et en priorité, attention à l'esprit d'équipe. Alors, celui-ci est difficilement mesurable, bien évidemment, mais on observe un renforcement de fait de l'individualisme, pardon, et qui donc peut être préjudiciable dans un collectif de travail. Alors, on va voir maintenant les trois enjeux clés finalement de ce mode d'organisation, hein, que ce soit du management à distance ou du télétravail. Le premier enjeu, ça va être autour de la question de la motivation, comment entretenir, voire développer la motivation des collaborateurs qui sont à distance. Et là, j'en ai déjà parlé, hein, c'est comment détecter des signaux faibles alors qu'on a moins d'outils, de moyens de pouvoir le faire. Comment s'assurer que le collaborateur mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Donc ça, ce sont des questions qui sont significatives. Le deuxième enjeu se situe autour de la difficulté du contrôle. On a vu tout à l'heure que comment sécuriser le télétravail. Il y avait des véritables questions à intégrer, notamment dans la charte ou dans l'accord de télétravail autour de plage horaire, etc. Mais pour autant, la question du temps de travail n'est pas totalement évacuée parce que que fait-il que fait notre collaborateur quand il est durant son temps de travail, à partir du moment où il ne peut pas y avoir un contrôle finalement visuel de son activité. Donc on perd ces repères-là. Et dans ces conditions, on a tendance à ne mesurer plus que les résultats sans tenir compte du contexte. Et ça, c'est quelque chose qui est plus problématique en matière d'appréciation de la performance du collaborateur. Enfin, dernier point, le dernier enjeu est notamment la question du sentiment d'appartenance, hein, donc, que j'ai évoqué un petit peu avant. Sentiment d'appartenance à l'équipe, à l'entreprise, alors que les points de rencontre sont plutôt rares dans ces conditions. Alors, une réponse à ça, ou en tout cas une analyse qu'on peut en faire, c'est que ce sont liés à nos modes de management. On doit passer d'un mode de management qui est mode de management de la supervision au mode de management de l'implication. Alors, j'explique. Un mode de management habituel dans l'entreprise avec des collaborateurs qui sont en physique, il va y avoir de la proximité, on va pouvoir faire preuve d'empathie parce qu'on va être mieux capable d'apprécier la posture, le comportement d'un individu. Il y a un contrôle visuel qui automatiquement se fait de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Mais c'est rassurant que de le voir au travail, de voir qu'il fait des choses. Alors, on n'est pas forcément derrière lui pour savoir qu'est-ce qu'il fait réellement, mais en tout cas, on a le sentiment que notre collaborateur est actif. Donc, il y en a d'ailleurs qui brassent de l'air, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et du coup, le manager renvoie habituellement un certain nombre de signes de reconnaissance auprès de son collaborateur qui ont tendance à développer sa motivation extrinsèque. Donc la motivation extrinsèque, c'est la motivation que le manager donne auprès du collaborateur par différents signes. Lui dire bonjour le matin est un premier signe, faire en sorte de le féliciter sur son travail est un autre signe, lui donner une instruction de travail est encore un signe, etc. Et vous avez certains collaborateurs qui finalement ont besoin de ça, c'est leur moteur pour pouvoir agir, avancer, c'est de recevoir régulièrement ces différents signes de la part de leur manager. Quand le collaborateur n'a que de la motivation extrinsèque, c'est-à-dire qu'il n'a pas de motivation par lui-même, ça peut être d'ailleurs un peu fatigant. Et c'est là où je rejoins ce que disait Roxane tout à l'heure sur la question du profil du collaborateur, où parfois on a des collaborateurs qui sont plus ou moins autonomes. Et là, typiquement, un collaborateur qui a besoin en permanence de signes de motivation extrinsèque, il est assez peu autonome. Voilà. Et donc là, on doit, à partir du moment où on est sur un mode d'organisation où il y a du télétravail plus ou moins important, on doit passer au management d'application.
Le management de l'application, ça consiste à responsabiliser en permanence le collaborateur parce que de toute façon, on ne pourra pas être avec lui, on ne pourra pas voir ce qu'il fait, on ne pourra pas. Euh, donc, il faut au maximum le responsabiliser, il faut développer sa motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est celle qui vient du collaborateur. C'est celle qui le pousse à se lever le matin et à mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour pouvoir atteindre ses objectifs. D'accord? Donc, cette motivation intrinsèque prend d'autant plus d'importance que le collaborateur est loin, distant, en télétravail ou sur un site éloigné qu'on ne visite quasiment jamais. D'accord? Et là, il y a un vrai rôle encore à jouer de la part du manager, qui est de faire en sorte de bien comprendre comment fonctionne son collaborateur pour savoir agir, pour pouvoir agir, pardon, sur les leviers qui vont lui permettre de développer la motivation intrinsèque de mon collaborateur. Et ça, c'est pas forcément évident. Mais on voit bien que la posture de management est donc très différente entre du management classique avec des collaborateurs présents et du management à distance, où là, pour le coup, on va devoir agir sur de nouveaux leviers. Alors, concrètement, comment est-ce que ça se met en œuvre, ce mode de management de l'application? En fait, on a trois éléments clés pour répondre à ça, conditions de mise en œuvre. Il faut d'abord travailler sur comment soutenir la réalisation, donc garder le lien des temps de rencontre physique en visio plutôt que par téléphone, déjà avec son collaborateur, d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que la durée idéale du télétravail ne peut pas être 5 jours par semaine. Hein. Bon, il y a des fois, c'est comme ça parce qu'on n'a pas le choix. Hein. Sur des fonctions commerciales, ça existe depuis très longtemps de toute façon, hein, où on a des gens qui sont distants et dans ces conditions, ils sont tout le temps en télétravail ou chez leurs clients. Donc voilà, mais il faut trouver les moyens de garder le lien le plus possible, se fixer des échéances intermédiaires de court terme qui rythment l'activité. Et quand je parle des échéances intermédiaires de court terme, on va être sur une notion de, alors ça peut être à la journée, mais c'est parfois pas approprié au regard des tâches de travail qu'on peut avoir, mais à minima, 1, 2 fois par semaine au moins, et d'avoir une forme de rite et de rythme en fait que l'on entretient autour de ça. Conserver aussi des temps de travail collectifs. Les groupes de travail, même à distance, ça peut marcher très bien. Il y a une question de maturité et on voit bien qu'en 4 ans, globalement, la maturité des collaborateurs en télétravail a beaucoup évolué sur cette question-là. Et donc, ce qui était peut-être un peu complexe à faire, à réaliser au moment des premiers confinements, l'est beaucoup moins aujourd'hui, avec notamment le développement de tous les outils de visio qui aujourd'hui sont devenus quelque chose de tout à fait courant en termes d'usage de la part des différents collaborateurs. Euh, Deuxième point, ça va être d'adopter un mode de management qui est très participatif, donc faire suggérer des idées, des propositions d'amélioration, exiger aussi des objectifs, des engagements de la part des collaborateurs. Il faut, de manière générale, les rendre acteurs. Et enfin, organiser le reporting. Et alors là, il n'y a pas de règle sur la question du reporting, la présentation est libre. Hein. Il faut simplement qu'ils puissent rendre compte, d'une manière ou d'une autre, des actions qui sont menées. Et réaliser des points formels, hebdomadaires, mensuels également. Donc le reporting, il est libre dans un premier temps, plus des points formels qui sont hebdomadaires et mensuels. En fait, de quoi se rend compte sur les conditions de mise en œuvre du management à distance ou en télétravail, c'est qu'on va s'intéresser davantage à comment les choses vont, dans un premier temps, être conduites, et ensuite comment elles ont été conduites, plutôt que de s'intéresser purement aux résultats.
Si vous regardez le résultat n'est que le reflet de ce que a fait le collaborateur d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ces conditions, c'est pas très intéressant de s'intéresser au résultat. Il est beaucoup plus utile de s'intéresser à la manière dont il va s'y prendre pour essayer de lever en amont un certain nombre de freins et se rassurer, nous, en tant que manager, du fait que le collaborateur part bien dans la bonne direction. Et d'autre part, contrôler par simplement un reporting sur comment est-ce qu'il a pu mener les différentes actions qu'on avait définies en amont. Et on rentre dans une logique, en fait, là, d'amélioration continue, plutôt que de s'intéresser, en fait, simplement aux résultats. Roxane, je te laisse. Oui. Alors, merci André pour toutes ces explications. Et donc, je vais maintenant un peu plus parler de contrôler la durée du travail des salariés à distance, puisque c'est un sujet que nous avons tous les deux mentionné. Donc, quand on a des salariés à distance, c'est important de vraiment avoir une vigilance accrue sur le décompte du temps de travail. C'est quelque chose qu'on n'observe pas réellement, on ne le voit pas physiquement, et donc il faut veiller à ce que nos salariés n'aient pas de dépassement des durées légales de travail, donc les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, mais aussi tout ce qui est temps de repos. Il faut veiller à ce que vos salariés prennent bien leur temps de repos quotidien, hebdomadaire, et qu'ils ne se surchargent pas de travail. Au contraire, enfin, il faut aussi veiller à ce que les salariés respectent bien leurs horaires et n'aient pas de sous-accomplissement de leurs horaires. Et au niveau de la surcharge de travail, il est important donc de penser à préparer des entretiens annuels justement pour discuter des conditions d'activité, de la charge de travail, pourquoi pas des systèmes de contrôle. Dans tous les cas, il faudra vraiment veiller à mettre en place des conditions de décompte du temps de travail équivalentes aux salariés qui sont encore en présentiel. Pour réussir ce contrôle du temps de travail, nous avons plusieurs recommandations. Donc, comme je vous avais dit au tout début de la présentation, il faut bien déterminer les plages horaires. Ces plages doivent être équivalentes à celles des salariés en présentiel. Il faut également avoir des échanges réguliers avec vos salariés à distance sur l'organisation de leur temps de travail et sur la charge de travail. Bien évidemment, donc, comme je le disais, veiller à ne pas avoir de surcharge de travail. Par rapport aux plages horaires, il faut également demander que vos salariés soient bien joignables pendant ces plages horaires, donc par courriel, par appel téléphonique ou tout autre logiciel de communication. Nous vous recommandons finalement d'ajouter une clause dans vos contrats de travail pour préciser que les heures supplémentaires peuvent être effectuées uniquement à la demande de l'employeur. Ça permettra justement d'alerter le salarié sur le fait qu'ils ne doivent pas réaliser des heures supplémentaires en télétravail au-delà de ce qui peut être demandé par l'employeur. Donc ça permet aussi de contrôler cette gestion du temps de travail. Et enfin, il est important de prévoir des systèmes de contrôle de la durée du temps de travail. Donc ça peut être des systèmes autodéclaratifs, comme la mise en place de logiciels RH, où vos salariés vont pouvoir faire du pointage ou mentionner leur temps de travail. Alors, pour compléter ce que vient de dire Roxane, simplement, il faut trouver le juste milieu entre la douce pression, je dirais, pour maintenir un cadre et la motivation extrinsèque pour soutenir l'activité. Donc le contrôle portera davantage sur les actions menées
que sur le résultat, hein. C'est déjà ce que je vous disais tout à l'heure. Et du coup, on va utiliser plutôt un mode de questionnement plutôt qu'un mode d'affirmation. Comment comptes-tu t'y prendre? Là, c'est le travail en amont, pour préparer le travail. Comment t'y es-tu pris? Donc là, c'est sur la partie reporting. Et enfin, quel écart et pourquoi? Donc on est vraiment dans l'interrogation. On ne connaît pas tout le contexte dans lequel pouvait être notre collaborateur qui était en télétravail. Et donc il est important de le responsabiliser à travers ces différentes questions quand on est sur la question de la durée notamment du travail. Euh, Toujours dans ce domaine, en fait, on voit bien que l'apport du coaching peut véritablement aider le manager à être plus efficace en matière d'échange avec son collaborateur. Et donc, dans ces conditions, le manager va adopter une posture qu'on va qualifier de manager coach, qui doit du coup être une posture un petit peu différente de celle qu'il devait adopter jusqu'alors. Ça marche aussi très bien avec des collaborateurs qui sont en présentiel, hein, tout de suite, mais en l'occurrence, c'est ce qui sera le plus efficace avec un collaborateur en distanciel. Donc, ça veut dire que en la matière, il faut que le manager soit sur une posture interrogative en permanence vis-à-vis du collaborateur et le fasse réfléchir aux différentes solutions potentielles qu'il peut mettre en œuvre par lui-même pour faire en sorte, d'une part, bien évidemment, de le responsabiliser et parce que sur le fond, le meilleur contrôleur reste le collaborateur lui-même qui, s'il fait preuve d'un minimum d'honnêteté, de toute façon, sera capable de reconnaître que, bah, oui, peut-être que là, j'ai perdu un peu de temps parce que peut-être que je me suis un peu dispersé sur tel et tel sujet, etc. Et peut-être que je pourrais faire différemment, mais les solutions lui appartiennent. Donc voilà. Ce qui signifie que dans cette posture de manager coach, on va avoir un manager qui doit à la fois être dans le respect du collaborateur et donc faire en sorte qu'il n'impose pas ses solutions, mais bien qu'il fasse en sorte de faire émerger les solutions auprès du collaborateur. Dans l'empathie également. Donc, c'est cette capacité à pouvoir essayer de se mettre à la place du collaborateur sans pour autant en prendre les travers. Dans l'écoute également, donc pratiquer l'écoute active, donc cette capacité d'écoute et de reformulation qui va faire en sorte que on va mieux comprendre la situation du collaborateur et on va lui faire savoir la confidentialité aussi, c'est-à-dire que là on ne se comporte pas comme un chef en tant que tel qui tranche, décide, arbitre en permanence, mais plutôt qui est celui qui va essayer de comprendre, conseiller, faire émerger des solutions, encourager à l'application de ces nouvelles solutions. Et enfin, une question de confiance, c'est-à-dire que faire en sorte que le collaborateur, établir cette confiance pour faire en sorte que le collaborateur vous dise un maximum de choses. Alors, toujours sur cette question hein, de la durée du travail, on voit bien qu'il y a une question de risques psychosociaux, en fait. Donc, quels pourraient être les moyens à disposition de l'entreprise? Alors, déjà, les facteurs de risque, il y en a plusieurs hein, qu'on peut identifier. Déjà, si on n'arrive pas à mettre en place un management qui est bienveillant et qui va au-delà de la simple question du contrôle de la présence ou des résultats. On voit bien que là, si on reste sur ces questions-là, pour le coup, c'est un facteur de risque. S'il accentue aussi l'isolement ou le manque de lien social, dans ces conditions, il y a une limite qu'on doit fixer en fait au temps de travail à distance ou en télétravail. Si la charge de travail et les difficultés deviennent des sujets tabous. Par exemple,
je vois le cas d'un collaborateur qui exprime le fait auprès de son manager que bah là, il a beaucoup de travail, il liste ses dossiers, ses machins, sa charge, etc. Et la réponse du manager est simplement « Ouh là là, bah, prends soin de toi quand même ». Je pense que la réponse qui a été évoquée auprès du collaborateur n'était pas ajustée, que l'attendu du collaborateur était davantage de dire qu'on lui dise bah, reprenons point par point tes différentes charges et voyons ensemble quelles solutions est-ce qu'on peut y apporter pour faire en sorte qu'on puisse te soulager. Bon, c'est un point de vue. S'il renforce aussi les représentations de métier et de genre, bon, là pour le coup, c'est déplorable. Et enfin, si le droit à la déconnexion n'est pas clairement défini. En fait, souvent, je crois que d'ailleurs, tu n'as pas encore évoqué cette question, Roxane, mais ce qui va souvent de pair avec les chartes ou les accords de télétravail, c'est la question du droit à la déconnexion pour faire en sorte que justement on puisse limiter le temps de travail et le fait de ne pas être obligé de répondre à un mail à 22 heures, notamment. Donc, il y a quelques risques donc, essentiels. C'est le risque d'isolement et donc le risque lié à l'hyperconnexion au travail. Alors, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut essayer d'agir et de prévenir les risques qui sont liés à ça? En fait, là encore, c'est basculer d'un mode de contrôle à un mode de soutien dans l'approche du manager. L'approche de soutien, notamment, elle se caractérise de la manière suivante. C'est-à-dire que si on est face à un collaborateur qui se dit ou qui est en surcharge, là, je ne juge pas en la matière, dans ces conditions, c'est comment peut-on t'aider, que peux-tu déléguer, etc. Et là, on revient sur la question du manager coach. Vous voyez bien qu'on est dans du questionnement, on est dans du bah, qu'est-ce que tu peux sous-traiter, qu'est-ce que tu peux déléguer à tes collègues, qu'est-ce qu'on peut te reprendre, comment est-ce qu'on peut t'aider, etc. D'accord. Si on est face à un collaborateur qu'on percevrait plutôt en sous-charge d'activité, là, dans ces conditions, on va là encore être dans une approche de questionnement plutôt que dans une approche d'imposition. Donc, quelles actions complémentaires peux-tu mettre en œuvre? Comment est-ce qu'on peut se redéfinir des objectifs, etc. Et dans ces conditions, on transforme le collaborateur véritablement en partenaire plutôt que simplement en exécutant. Roxane, je te laisse la main. Oui. Alors, en plus de toutes ces obligations de contrôle du temps de travail du salarié, il faut également penser à bien protéger le télétravailleur et son domicile. Donc, en quoi consiste cette protection? Il y a plusieurs obligations qui incombent à l'employeur, notamment de s'assurer de la conformité du lieu de travail du salarié. Donc, la conformité, ça va être tout ce qui est installation électrique, aménagement de l'espace de travail. Il y a plusieurs moyens d'être sûr de cette conformité du lieu de travail. L'employeur peut faire intervenir un expert au domicile du salarié, mais là, il faut bien évidemment l'accord du salarié pour pouvoir procéder à cette option. Sinon, simplement demander aux salariés de fournir une certification de conformité technique et électrique, qui est plutôt une option assez utilisée par les entreprises en pratique. L'employeur doit aussi s'assurer que le domicile du salarié est bien assuré pour l'utilisation professionnelle. Il va, dans ce cas, demander une attestation de couverture de l'assurance habitation. Et il peut également être prévu dans l'accord ou dans la charte, justement, que le télétravailleur prévient son assureur de cet usage de son domicile. Ensuite, une autre obligation incombe à l'employeur, c'est l'obligation de prendre en charge les coûts du télétravail. Comme je vous le disais plus tôt, le télétravail va avoir un coût, notamment pour la fourniture des équipements que l'employeur doit fournir gratuitement.
mais également tout ce qui est coût d'utilisation de la Wi-Fi, par exemple, de l'électricité, voilà, toutes ces choses-là. L'employeur doit indemniser le coût lié à l'exercice des fonctions, soit sur la base des dépenses réellement exercées, ou sur la base d'un versement d'une indemnité forfaitaire. Dans certains cas, il peut être obligatoire de verser une indemnité de suggestion. Cette indemnité est liée au fait que l'employeur ne produit aucun local professionnel pour que ses salariés puissent travailler. Dans ce cas, il faudra bien prévoir une indemnité de suggestion qui sera calculée, par exemple, en fonction de l'espace occupé par les équipements professionnels au domicile privé. Enfin, une autre obligation qui vous incombe, c'est de bien évidemment respecter l'égalité de traitement entre vos salariés travaillant dans vos locaux et les salariés en télétravail. Il faut penser à bien respecter les entretiens professionnels, le droit à leur formation, le droit collectif, donc en cas de mise en place de CSE, bien penser à les inviter à voter. Respect des avantages sociaux également qui sont versés aux salariés en présentiel. André, je te laisse passer. Merci. Il y a aussi d'autres obligations en termes de sécurité et de santé. Donc, pensez à bien organiser au moins un entretien par an pour revoir les conditions de travail, la charge de travail, et notamment pour voir le droit à la déconnexion, comme le mentionnait André précédemment. Il faut bien penser au droit à la déconnexion et donc pourquoi pas mettre en place une charte en interne. Il est également important de penser à prévenir l'isolement du salarié, donc en désignant par exemple un référent télétravail ou en l'invitant à participer aux activités sociales de la société. Il faut, en termes de santé et sécurité, respecter la vie privée du salarié. Donc là encore, on est sur la même idée de contrôle du temps de travail, de droit à la déconnexion, afin que sa vie professionnelle n'empiète pas sur sa vie privée. Et enfin, bien penser à informer les salariés des restrictions de l'usage des équipements d'informatique par exemple, une charte informatique mise en place au sein de la société et assurer aussi de la protection des données utilisées au cours de l'exécution du contrat de travail. Nous recommandons donc de toujours bien penser à mettre en place un document unique d'évaluation des risques professionnels dans lequel on va mentionner tous les risques inhérents au télétravail et également de consulter les représentants du personnel sur ces questions de santé et sécurité. Alors, donc on a vu la question du management. Il reste la question finalement de l'appartenance à l'entreprise. Donc il faut entretenir le lien avec l'institution, hein, informer le collaborateur sur la vie de l'entreprise, c'est ce que j'appelle la grande histoire. Et puis aussi informer sur la vie de l'équipe, et plutôt la petite histoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut veiller à continuer à faire de manière régulière, soit en distanciel, soit à l'occasion des temps de présence en physique. Mais il faut faire attention à ce que chacun des collaborateurs ait le même degré d'information en la matière. Gérer aussi le sentiment de justice, d'injustice ou d'égalité avec ceux qui sont présents. Évidemment, ça peut générer de la jalousie et d'autres sentiments en la matière, un sentiment d'injustice, hein, tout à fait, en l'occurrence. Notamment si vous avez certaines catégories de vos salariés qui sont autorisés à faire du télétravail et d'autres catégories de salariés qui ne sont pas autorisés. On peut avoir le cas dans les entreprises d'avoir des collaborateurs qui sont autorisés et puis des assistantes, par exemple, qui ne seraient pas autorisées à être en télétravail. Donc là, c'est important de veiller à expliquer pourquoi certaines catégories d'emploi ne sont pas autorisées. Également, à continuer d'organiser des groupes de travail en distanciel qui mixent les différentes catégories d'emploi et à rendre visible le travail effectué et la charge de travail de ceux qui sont à distance. Parce que bien souvent, on pouvait avoir l'image de bah, t'es à distance, il fait un peu ce qu'il veut.
Donc, et ça, c'est quelque chose qui est essentiel du rendre compte, finalement, de cette charge de travail effectivement rendue par les collaborateurs qui sont en télétravail. Utiliser aussi des réseaux communautaires internes, hein. Moi, j'ai vu le cas d'entreprises qui utilisent des différents types de réseaux communautaires internes qui sont assez intéressants, où chacun raconte sa semaine, ce qui nous a marqué, ce dont on est fier, etc., pour partager avec le reste de l'équipe et maintenir un lien un peu différent d'un simple reporting d'activité. C'est une manière un petit peu décalée de maintenir, entretenir le lien en la matière. Alors évidemment, les solutions les plus innovantes, je les ai vues dans des startups ou dans des entreprises qui sont liées aux technologies de l'information, etc. Mais je trouvais que c'était assez pertinent comme manière de faire. Dernier point, Alors, Roxane, le télétravail à l'étranger. exactement. Donc, je vais brièvement y mentionner cette possibilité, parce que je vois que nous avons plus beaucoup de temps. Donc, le télétravail à l'étranger, ce n'est pas quelque chose qui est empêché, enfin, prévu ou interdit dans la loi. La loi ne mentionne pas vraiment cette possibilité-là. Il faut regarder en termes de droit du travail et droit de la sécurité sociale, ce qui est possible ou non. En droit du travail, l'employeur et le salarié peuvent choisir de la loi applicable au contrat. Donc, par exemple, si votre salarié télétravaille à l'étranger, est-ce que vous allez appliquer la loi du pays où il exerce habituellement son activité ou bien la loi du pays dans lequel l'établissement principal est situé, donc l'établissement de l'employeur. En termes de sécurité sociale, en cas de télétravail à l'étranger, la durée du télétravail pouvant varier, vous pouvez vous retrouver être soit détaché d'un point de vue de la sécurité sociale ou expatrié d'un point de vue de la sécurité sociale. Donc le détachement, ça permet justement de contourner le principe de territorialité et ça offre aux salariés la possibilité de rester rattachés aux droits de la sécurité sociale française alors qu'ils travaillent depuis l'étranger. Ça, le détachement, c'est vraiment pour des durées relativement courtes, puisqu'au bout d'un certain moment, les salariés sont forcément expatriés du point de vue de la sécurité sociale, et donc la loi de sécurité sociale française ne pourra plus s'appliquer. Ce sera forcément la loi de sécurité sociale de l'État d'accueil. Il y a un cas particulier depuis 2023 sur les travailleurs transfrontaliers qui travaillent moins de 50% de leur temps à l'étranger, en télétravail notamment. Dans ces cas-là, ils peuvent rester affiliés à leur état d'emploi. Donc, par exemple, c'est le cas d'un salarié qui habite en France et qui travaille 49% de son temps de travail, disons, en Allemagne. Dans ce cas, il pourra rester rattaché au régime de sécurité sociale française. Bien évidemment, ce cadre est limité aux États signataires de l'accord de juillet 2023. Donc, à citer quelques États, il y a la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, la Finlande, le Portugal, donc, bon, un certain nombre d'États. Le Royaume-Uni n'a pas encore signé cet accord. Donc, dans ce cas-là, il faudra appliquer, voilà, différencier entre le droit de la sécurité sociale et la partie détachement ou expatriation. Je pense que, voyant l'heure qu'il est, nous avons, je ne sais pas si on a le temps pour répondre à quelques-unes des questions. Bah, s'il y en a qui le souhaitent, on peut répondre tout à fait aux questions. Donc, je vous invite à les poser à travers le chat vos questions. Vous avez donc voilà, on y répondra au mieux. Et si on n'a pas le temps de répondre à tout, on vous y répondra par mail ou directement. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, j'ai une question. Bah, c'est pas une question, c'est je n'ai pas de question. Merci pour cette présentation. Bah, merci à vous aussi d'avoir suivi. Alors, j'en ai une autre. Deux questions. Y a-t-il une durée maximale de télétravail? Le 100% est-il bien toléré si suppression complète des bureaux, par exemple? Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Peut-on avoir des alternants en 100% télétravail? Alors, il n'y a pas de durée maximale. Enfin, je te laisse répondre sur la question de la durée maximale, Oui, Roxane. oui, oui, tout à fait. Donc, comme André disait, il n'y a pas de durée maximale. Vous pouvez décider, c'est possible de mettre en place un télétravail à 100% dès le début de l'embauche jusqu'à la fin du contrat de travail. C'est quelque chose qui peut être décidé entre l'employeur et le salarié. Dans ce cas-là, il faudra bien entendu penser à prévoir une indemnité de suggestion si c'est parce qu'il n'y a pas de locaux enfin, de locaux à disposition du salarié. Et sur l'autre Moi, partie de la effectivement, question, j'ai le cas d'un client qui a supprimé entièrement ses bureaux en 2022, quoi, et donc tous les collaborateurs aujourd'hui sont en télétravail. C'est quelque chose qui est légal, et donc voilà. Après, est-ce que c'est bien vécu? C'est une autre question, je dirais. Peut-on avoir des alternants en 100% en télétravail? Alors, je répondrai d'un point de vue managérial, moi, qui est, je pense que c'est pas approprié parce que l'objectif est quand même de pouvoir leur faciliter l'apprentissage. Et donc, j'ai pas le sentiment que ce soit très approprié. Maintenant, d'un point de vue légal, Roxane, est-ce que c'est possible? alors ça, c'est vraiment des conditions qui doivent être prévues dans l'accord, savoir l'éligibilité des salariés. Souvent, en pratique, on n'a pas beaucoup d'alternants qui sont en télétravail parce que c'est justement l'intérêt et qu'ils puissent découvrir l'entreprise. Après, c'est pas interdit pour autant. Les alternants peuvent tout à fait avoir du télétravail. Mais est-ce que d'un point de vue RH, c'est recommandé ou non? Ça dépend vraiment de votre politique interne. Alors, j'ai d'autres questions. Excusez-moi. Pardon. Peut-il être le seul à être à 100% en télétravail? Alors, j'ai pas la première question. Une question certainement avant. Concernant les indemnités pour le salarié, c'est à mettre en place quand le télétravail est une demande du salarié ou quand c'est une demande de l'employeur ou dans les deux cas. Alors, concernant les indemnités, donc, par rapport à la prise en charge du coût du télétravail, cette indemnité doit être prévue par l'employeur. Euh, on a des barèmes sur le site de l'URSSAF qui permet de savoir à quelle hauteur sera exonérée cette indemnité. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à prendre, enfin, c'est une obligation de l'employeur auquel il ne peut s'exonérer. Par rapport à l'indemnité de suggestion, là, c'est quelque chose qui est obligatoire si, comme je disais, donc s'il n'y a plus de locaux d'entreprise pour compenser le fait que le salarié utilise un espace de vie personnelle pour stocker et son matériel professionnel et aussi pour travailler, même si vous autorisez votre salarié, par exemple, à aller travailler dans des open space collectifs, euh, le fait qu'il doit stocker son matériel chez lui, ça lui offre la possibilité d'avoir cette indemnité de suggestion. Est-ce qu'il y a une durée minimum pour mettre en place l'indemnité de suggestion? Une durée minimum pour mettre en place. Il Oui, faut mettre en place cette indemnité dès lors que votre salarié est à 100% en télétravail et que vous n'avez pas de locaux professionnels. ok, très bien.
Alors, attends, je reprends les questions. La période. Alors, j'ai une question. Sur la période des JO, peut-elle entraîner une mise en place exceptionnelle du télétravail? Roxane? Oui, alors oui, tout à fait. D'ailleurs en pratique, on voit que beaucoup d'entreprises demandent aux salariés d'être en télétravail afin de gérer tout ce temps de travail, les déplacements qui vont être plus compliqués. Donc c'est vrai qu'en pratique, on voit beaucoup d'entreprises qui demandent bien à leurs salariés d'être en télétravail, ce qui est aussi quelque chose de assez bien reçu de la part des salariés qui parfois ont justement des questions sur les déplacements lors de cette période sur la région parisienne. Que se passe-t-il en cas d'accident de travail survenu à l'étranger en cas de télétravail exceptionnel dans un pays européen? Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est justement là toute la difficulté du télétravail à l'étranger, et notamment d'un point de vue du droit de la sécurité sociale. Puisque, comme vous le savez, quand vos salariés sont en télétravail, en cas d'accident du travail, si c'était pendant les heures de travail, ils auront une présomption d'accident de travail. Si ça se passe à l'étranger, il faut savoir si le salarié était détaché ou non. S'il était expatrié, on va appliquer le droit local. Si on applique le droit français, là, ce sera pris en charge par la sécurité sociale française. Oui, alors j'ai une question, c'est un apprenti n'a pas le droit d'être seul sur son lieu de travail, je pense. Je peux confirmer, oui. Mais Roxane, si tu as un élément complémentaire. Oui, tout à fait. Dans tous les cas, les salariés doivent être, enfin, laisser un salarié seul sur son lieu de travail, c'est pas recommandé Alors ça, d'un c'est point pas de vue. recommandé pour un salarié tout court, mais d'autant plus pour un apprenti. Oui, qui doit tout le temps être normalement supervisé par son maître d'alternance. Euh, Donc, un collaborateur déménage peut-il être le seul en 100% télétravail? oui, alors c'est tout à fait possible de prévoir que certains collaborateurs soient à 100% en télétravail. Ça, c'est quelque chose, une modalité individuelle qui devrait être prévue directement dans un accord individuel avec le salarié, donc par le moyen d'un avenant à son contrat de travail. Vous allez justement établir cette modalité et ce nouveau lieu de travail. Donc c'est pas quelque chose qui est impossible, hein. Dans la pratique, on voit beaucoup de sociétés justement qui ont quelques salariés du fait de leur éloignement géographique qui sont en télétravail. Je vois qu'il est déjà midi 10, donc Je je vais ne te sais poser une pas. dernière question quand même. Je vais te poser une dernière Le- question. Si le télétravail est occasionnel, une journée de temps en temps, et à la demande du salarié, l'employeur doit-il indemniser ses frais de télétravail, sachant que le salarié n'a plus de frais de déplacement? Alors oui, tout à fait. Donc dans le barème URSSAF que je vous mentionnais, il y a justement une modalité sur le remboursement des frais lorsque le salarié télétravaille une journée par mois, par exemple. Euh, donc là, il me semble qu'actuellement, les barèmes sont aux alentours de 10 euros par journée de télétravail, mais chose à reconfirmer directement sur le site de l'URSSAF, puisque ces barèmes changent tous les ans. Oui. J'ai le dernier point, que c'est l'indemnité de suggestion est à mettre en place si l'entreprise n'a pas de locaux. Oui, tout à fait. La réponse est oui. Voilà, bah, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci à tous d'avoir pu participer à ce webinaire et je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.